Les sociétés coloniales à l'âge des empires. Afrique, Antilles, Asie, des années 1850 aux années 1950. Ouvrage collectif sous la direction de Jean-François Klein et Claire Lowe. Chapitre 6 de la partie 3. Eau chaude et Olympe coloniaux. Thermalisme et climatisme à l'échelle impériale. Par Eric Jennings. S'il relève en partie du domaine des loisirs, des pratiques corporelles et du tourisme, le thermalisme et le climatisme sont avant tout des activités médicales. Leur imbrication et leur implication dans le monde colonial auront peut-être de quoi surprendre au premier abord. Il s'agit pourtant de certaines des pierres angulaires de la présence coloniale, car ils sont perçus, dès le début du XIXe siècle, comme de précieuses contre-mesures à la dégénérescence, la maladie et le cafard des Européens sous les tropiques. Qu'elle soit d'altitude ou thermale, la cure était prescrite sur place et était surtout utilisée pour justifier des congés médicaux réguliers, à la fois à la colonie et vers la métropole. Elle ciblait parfois des maladies précises, dysenterie, malaria, fièvre jaune, parfois une condition bien plus vague, un mal-être colonial considéré comme inéluctable chez les colonisateurs. Jennings, à la cure, 2011, pages 64 à 70 pour la source. Citons à ce sujet la bréviaire thermale des colonies de 1923. L'homme qui a longtemps séjourné dans la zone intertropicale peut être comparé à un bateau qui a beaucoup bourlingué. À son retour d'une campagne lointaine, même si sa coque semble être en bon état, on le fait néanmoins passer au bassin pour y subir une visite minutieuse. De même, pour le colonial, examinez-les avec soin et vous trouverez un foie un peu déficient, un intestin qui fermente, ou plus ou moins atone un certain degré d'anémie. Fin de citation. Abatucci, Matignon, 1923, page 5 pour la source. Sur ces assises est né un véritable réseau impérial de stations d'altitude et de stations thermales. Dans le domaine colonial français, la première de ces catégories comporte notamment les sites suivants: Dalat, Sapa, le Tam Dao et Bokor en Indochine, Ifrane au Maroc et Tsang au Cameroun. Au rang des stations thermales, mentionnons Silaos et Salazie à La Réunion, Hammam Ria et Hammam Mescoutine en Algérie, Courbous en Tunisie, Antsirab à Madagascar, Ravine Chaude et Dolé-les-Bains en Guadeloupe, Absalon en Martinique. Ces lieux de médecine, de pouvoir et d'élite sont par définition plurivalents. Avec le temps, ils deviendront autant l'apanage des militaires que des fonctionnaires, des métis, des Européens et notamment des Européennes, autant que des populations locales. Ils sont par ailleurs conditionnés en partie par l'émulation d'autres stations du monde entier, depuis Simla, Darjeeling et Otakam en Inde, jusqu'à Petropolis au Brésil, Bandung en actuelle Indonésie et à Cameron Heights en Malaisie. Grand 1. Science et bien-être du colonial. Si l'expression « changer d'air » a perdu beaucoup de son sens aujourd'hui, à l'époque coloniale, elle résume admirablement une triangulation entre climat, race et santé. Kenny, 1995, page 700. Inspiré en partie par Alexander von Humboldt, mais aussi par des ethnologues et géographes français et britanniques, des experts en tout genre vont débattre au XIXe siècle des paliers d'altitude susceptibles d'offrir un répit aux pathologies dites coloniales. En clair, alors que l'Afrique est connue comme le tombeau de l'homme blanc et que l'Asie tropicale ne jouit pas d'une meilleure renommée, la fraîcheur en situation coloniale devient synonyme de survie. Si des solutions radicales, comme un vaste sanatorium frigorifique de 10 000 mètres carrés pour les Européens de Saigon, imaginé en 1896, sont finalement écartées, les stations d'altitude deviennent quant à elles des instruments de choix, non seulement pour des médecins, mais aussi pour des gouverneurs et ministres souhaitant faire perdurer la présence coloniale sans avoir à renvoyer fréquemment leurs agents et administrés en métropole. Pour le réfrigérateur humain géant, voir De May, 2011, page 44 pour la source. Ces débats scientifiques ont été filtrés puis disséminés par des manuels et autres feuilles de conseil, finissant, au bout du compte, par générer des raccourcis et des aphorismes coloniaux. Ainsi, en Inde britannique, les coloniaux affirmaient sans embâge « Comme la viande, nous sommes mieux préservés par l'air frais des stations d'altitude ». Kenny, 1995, page 649 et Kennedy, 1996, page 19, Jennings et Dalat, 2011, page 73-75 pour les sources. En résulte une véritable transhumance coloniale, à la saison chaude ou simplement le week-end, en fonction des distances et des réseaux de transport, les stations d'altitude se transforment en capitale officieuse de la colonie. C'est le cas du riant village de Hellbourg en Salazie, à l'île de la Réunion, dont les eaux, la fraîcheur et l'altitude salutaire attirent la haute société coloniale à partir des années 1850.
Les Britanniques bâtissent une voie ferrée en crémaillère jusqu'à Darjeeling. Les Français s'en inspireront pour la leur, qui reliera désormais Saigon et Hanoï à Dalat. Invariablement, le colonial rapportait se sentir chez lui à la station d'altitude. Remarquez combien il faisait bon respirer. En fonction de sa nationalité, l'air français, néerlandais, belge, américain ou anglais, ou même retrouver la boue des îles britanniques, les fruits et légumes de France. Pour la boue, voir Metcalfe, 1997, page 84. Les paysages renvoyaient à un chez-soi, tout à fait aléatoire, nostalgique, aidant. La station malgache d'Antsirab a double vocation thermale et climatique, rappelait aux uns la région parisienne, aux autres l'Algérie, à d'autres encore Deauville ou Vichy. De même, Ootacamund en Inde renvoyait à une ville thermale anglaise. Jennings, à la cure, 2011, page 158-159 et Kenny, 1995, page 702. Dans les récits coloniaux, l'impact salutaire de l'altitude et des eaux minérales semble se répercuter immédiatement sur le corps. Un phénomène manifesté, d'après les intéressés, par une montée de globules blancs ou par un effet de repaysement immédiat, frisant le choc thermal. Les narrations d'ascension vers la station d'altitude virent vers le plagiat accidentel, tant elles se ressemblent. À l'instar de la fameuse citation de George Orwell relatant sa montée à la principale station d'altitude de Birmanie, ou des innombrables descriptions d'ascension sur le Dalat. Le missionnaire français Georges Bonis notait de son arrivée à la Hill Station britannique des Nilgiris en Inde en 1942. Déjà une fraîche bise a succédé à l'air surchauffé des plaines, et voici qu'apparaissent les premières fleurs. À mesure que l'on monte, le paysage semble gagner en élévation ce qu'il perd en étendue. Il devient d'une étonnante grandeur. Ce ne sont que précipices inquiétants, torrents tumultueux et blancs d'écume, et pentes à pic. L'air devient de plus en plus frais encore et plus riche de parfums. Les fleurs plus abondantes, pins, sapins, cyprès, dressent maintenant leurs futaies, hautes et sombres, au flanc des pentes escarpées. Où sommes-nous, Seigneur? Loin, bien loin sûrement de la péninsule indienne. Fermez les guillemets. C'est bien un vaste exercice de clonage paysager, fruitier, médical, humain qui est impliqué dans l'établissement de ces lieux imaginés comme si insolitement européens sous les tropiques. Des lacs artificiels sont creusés au centre des stations. À Ootacamund, en Inde, fleurs, arbres et fruits européens sont introduits dès les années 1830. Il en ira de même, plus tard, pour les stations coloniales états-uniennes de Baguio, aux Philippines, et de Dalat, française en Indochine. Dalat est d'ailleurs connu à ce jour pour ses fraises et artichauts, tous deux des vestiges de ce calcage métropolitain que fut la station d'altitude. C'est aussi la sociabilité européenne, la domesticité de l'espace bourgeois, qui sont exportés de toutes pièces aux stations d'altitude coloniales, comme l'a analysé Dane Kennedy. Kennedy, 1996, page 7. Kennedy, 1995, page 702. Jennings et Dalat, 2011, page 78-80. Néanmoins, l'exercice s'avère imparfait dans son but initial de créer une oasis de bien-être blanc sous les tropiques. En Inde, l'une des stations de prestige du Raj, Ootacamund, connaît des épidémies de choléra. Kenny, 1995, page 706. À Dalat, le paludisme fait rapidement son apparition, malgré des prévisions initiales qui avaient considéré la station à l'abri de ce fléau en raison de son altitude. Des colons, ayant conspué la chaleur des deltas, se plaignent bientôt à Dalat du froid et des rhumes. Grand 2, l'exemple de Dalat. Cité polymorphe, la station d'altitude de Dalat est censée dans un premier temps assurer justement la fraîcheur des troupes françaises en Indochine. Inspirée de Simla, voulue par l'administration française pour cette raison, elle s'éloignera pourtant rapidement de sa vision première. Centre d'enseignement, de loisirs et de villégiature, station d'altitude, base militaire, site voué aux femmes européennes, lieu de foi, point d'interface avec les minorités ethniques, réserve de chasse, espace synonyme de blancheur selon Marguerite Duras, capitale d'été, capitale fédérale même, réplique en microcosme de la métropole. La ville de Dalat, située dans le sud de l'Annam, a tenu des rôles aussi variés qu'importants depuis sa fondation en 1898. Contrairement à Saigon, Hanoï ou Hue, elle présentait pour les autorités coloniales une tabula rasa, un champ d'expérimentation et surtout une zone où les rapports de force leur étaient plus favorables. Elle leur offrait enfin des possibilités d'alliances locales multiples. Découverte par le scientifique Alexandre Yersin en 1893, puis développée sur les ordres du gouverneur Paul Doumer, avant de connaître sa véritable croissance durant et après la Grande Guerre, Dalat répondait initialement à des impératifs de santé et de bien-être, mais elle constituait aussi une sorte d'aveu de fragilité de la part des colonisateurs.
La création ex nihilo d'un vaste sanatorium sur les montagnes indochinoises ne fut pas une mince affaire. Dénoncée par le capitaine Fernand Bernard comme un titanesque gâchis, l'entreprise fut également vilipendée par le jeune Ho Chi Minh qui dénombrait les Vietnamiens morts sur les chantiers menant à cet Olympe colonial. Jennings et Dalat, 2011, pages 38 et 62. L'histoire de Dalat est aussi celle d'un certain multiculturalisme colonial. Ville française posée sur des hauts plateaux peuplés de minorités ethniques, elle allait bientôt séduire la bourgeoisie vietnamienne, qui dans les années 1920 et 1930 allait suivre l'exemple de l'empereur Bao Dai, en faisant de la station son lieu de prédilection. Jennings, Dalat, 2011, pages 167 à 176. L'administration coloniale décida également de faire de la ville un centre métis, un lieu censé pouvoir franciser ces jeunes à double appartenance. Saada, 2007, pages 210 à 234. Enfin, entre les années 1930 et 1950, il fut question de faire de Dalat la capitale de la Fédération indochinoise. Ce lieu de pouvoir devenait ainsi l'un des derniers bastions de la colonisation. Jennings, Dalat, 2011, pages 232 à 238. Grand 3. Les réseaux thermaux français. Si le modèle sec entre guillemets des stations d'altitude coloniale est souvent amalgamé à un système anglais, à tort car le camp Jacob en Guadeloupe est le contemporain de ces premières stations britanniques. Le modèle français, sauf exception, comme à Dalat, Deschang et Ifrane, repose autant sur l'effet des eaux minérales que sur les bienfaits présumés de l'altitude. S'organise à travers les colonies françaises dès le XIXe siècle un vaste réseau de stations thermales, et surtout un impressionnant dispositif médico-administratif les régissant. Dès 1897, paraissent une liste de stations thermales métropolitaines habilitées à recevoir des patients coloniaux. L'inventaire d'origine, de 1897, en comportait 17. En 1928, il s'était considérablement étendu, pour en compter 38. Le journal officiel annonçait régulièrement le rajout de stations à la sacro-sainte liste. Une telle reconnaissance était essentielle, car elle signifiait le remboursement de la cure et des frais encourus, et donc la garantie d'une clientèle coloniale fidèle. Jennings, à la cure, 2011, pages 68 à 74. Car l'histoire de ces réseaux comporte également une dimension capitaliste non négligeable. Les gouverneurs et ministres des colonies cherchent à établir des stations à la colonie afin de resserrer leur budget. Des hydrocrates, pour leur part, tentent d'attirer les coloniaux, comme ils se disputent d'ailleurs d'autres clientèles, diabétiques, malades du foie, du cœur, des poumons. Notons au passage que le fait d'être colonial renvoyait à un état pathologique. Émergent ainsi des complicités, des spécialités, voire des rivalités thermalo-coloniales, ainsi que des réseaux régionaux. Bafouée dans un premier temps par le ministère des colonies, la station pyrénéenne d'Ancos-les-Thermes se tourne vers le Maroc pour se forger une clientèle coloniale. Le Maroc ayant un statut à part, dépend en effet du ministère des Affaires étrangères. Elle dépêche en outre de véritables ambassadeurs en Algérie. Prêcher l'évangile de ses eaux. Valse-les-Bains, l'Ardéchoise, nouera des liens avec la Tunisie par l'intermédiaire d'un homme, le docteur Maurice Ouzan, qui fera l'éloge de ses eaux dans tout le protectorat. Il pratique du reste à la fois à Valse et à Alger, divisant son temps entre les deux villes. Jennings, à la cure, 2011, pages 241 à 244. À l'image des réseaux francs-maçons, industriels ou régionaux, corses, basques ou bretons aux colonies, l'on peut donc décerner l'existence d'un réel lobby thermocolonial. Ce dernier est par définition pan-impérial. Ainsi, de nombreuses voix attribuent la baisse de fréquentation au terme de Vichy dans les années 1950-1960 directement à la décolonisation. Jennings, à la cure, 2011, page 202. Grand 4. Résilience et mutation des pratiques au sein des sociétés coloniales. Julia Clancy-Smith a démontré combien la plage de la Goulette et les thermes de Corboux étaient appréciés de plusieurs clientèles. Arabes, juives, expatriés, et ce bien avant l'avènement du protectorat français. Clancy-Smith, Mediterraneans, 2010, page 307-310. Ces sites de sociabilité connaissent donc un grand succès avant et pendant la période française, même si leur utilisation restait soumise à des règles strictes, séparation des sexes, mais aussi des religions et des classes. À Madagascar également, les eaux thermales étaient employées bien avant l'arrivée des Français au XIXe siècle, la conquête française de l'île ayant eu lieu en 1895. Déjà dans les années 1880, la station thermale d'Antsirab connut un véritable engouement, notamment dans les cercles d'élite Mérina. Ces Andriana entreprenaient bientôt le pèlerinage aux eaux d'Antsirab, tantôt ils faisaient acheminer cette eau jusqu'à eux, dans la capitale Tananarive.
Antsirabe allait bientôt être érigé par des savants français en véritable Vichy malgache, d'où le nom de son eau, Ranovisy, eau de Vichy en malgache, et allait attirer dans les années 1920-1930 une foule de curistes malgaches. Des croyances malgaches liées à l'eau ont d'ailleurs survécu à l'arrivée de la colonisation, la croyance notamment que les premiers peuples de l'île, dits Vazimba, puissent être reflétés dans les eaux, perdurera à Antsirabe. Jennings à la cure, 2011, pages 142 à 157. À Antsirabe, donc, des pratiques corporelles, touristiques et médicales françaises viennent se greffer sur des usages antérieurs des eaux. Dans d'autres cas, s'il y a bien un transfert culturel, le jeu d'échelle est frappant. Si la chasse est bien entendu pratiquée par les minorités ethniques du plateau de Dalat avant l'arrivée des Européens, elle se mue en activité sportive encadrée et prend surtout une grande ampleur sous la colonisation. Dans ce cadre, les minorités ethniques servent de guides de chasse et de rabatteurs. Selon le témoignage d'un chasseur états-unien, ces guides tentent de modérer l'ardeur des chasseurs coloniaux pour les tiges, faisant valoir le respect qu'ils portent aux félins. Jennings, Dalat, 2011, pages 85 à 91. Conclusion. Ces sites polymorphes que sont les stations thermales et d'altitude servent de microcosme de la métropole, mais aussi de résumé de la colonisation. Pétries de craintes liées à la menace tropicale, les stations coloniales sont conçues avant tout comme des lieux sûrs. Mais à Dalat et à Antsirabe, comme à Simla, il s'avère impossible de recréer la métropole sans faire appel aux populations locales, pour leur main-d'œuvre dans un premier temps, mais bientôt aussi comme fonctionnaires et usagers de la station. Dalat et Antsirabe connaissent un grand retentissement parmi la bourgeoisie vietnamienne et malgache à partir des années 1930. Pour l'historien, le thermalisme et le climatisme coloniaux permettent d'appréhender, outre des questions d'ordre médical, des sujets coloniaux et culturels centrés sur la situation coloniale. Chapitre 7. Société coloniale au miroir de la littérature. L'exemple impérial français. Par Henri Copin. Des années 1850 aux années 1950 se déploie un siècle d'expansion et d'installation coloniale suivi de leur déclin. Une abondante littérature en rend compte, avec ses images et ses témoignages sur les sociétés coloniales, ajoutant leur éclairage aux documents de l'historien. Pour ce dernier, la littérature peut constituer une autre source, avec ses apports propres, avec sa lecture aussi. Car si le document historique livre des informations, la littérature propose tout autant des témoignages que des mensonges, des clichés, des rêves et des mythes qui renseignent autant sur ceux qui les produisent que sur ce dont elles parlent. Miroir déformant, loin de se réduire à une célébration ou à une condamnation manichéenne et caricaturale du fait colonial, cette littérature apparaît aujourd'hui dans sa complexité. Plutôt qu'une difficile description exhaustive, on tente ici d'en dégager quelques aspects remarquables, portant essentiellement sur l'Asie et, en une moindre mesure, sur l'Afrique. Grand 1. La littérature coloniale. Une approche. Tentons d'abord de définir cette expression qui désigne, parfois, tout ce qui s'est écrit durant la période coloniale et en relation avec elle. Cette définition, d'apparence simple, pose cependant quelques questions. La première porte sur la délimitation de cet ensemble qui, lors des années 1920 et 1930, se questionne son existence comme genre accompagnant le développement colonial, avec ses vastes références géographiques, l'ensemble des colonies françaises. Ces genres constitutifs, fiction, documents, témoignages, ces diverses postures, dénonciations, pour ou contre, ces auteurs d'origines diverses, coloniaux, métropolitains, de passage ou installés. La littérature coloniale regroupe des œuvres disparates, forcément inégales, aux significations contradictoires, générant un discours critique sur elle-même qui la situe et définit son domaine et son rôle. Elle reflète le mouvement des idées sur la question coloniale et sur l'évolution de l'image de l'autre et de l'ailleurs qu'elle inscrit dans la sensibilité et dans l'imaginaire. La littérature coloniale, appellation floue, peut être comparée à un carrefour. Les thèmes littéraires de l'aventure et de l'évasion exotique y croisent les premières reconnaissances des cultures et des identités indigènes, comme on dit alors, et les interrogations nées au contact de civilisations différentes. Ces lecteurs aspirent au rêve et au dépaysement, à la facilité des clichés, mais aussi à la découverte des êtres de l'ailleurs, de leur vie quotidienne, de leurs us et coutumes, de leurs aspirations. La seconde question est celle de sa construction. Chronologiquement, cette littérature accompagne les étapes de la construction coloniale, qu'un auteur, Louis Malleray, décrit pour l'Indochine comme conquête, installation, acclimatation et cycle asiatique, dans un mouvement d'approfondissement. Elle commence donc avec des journaux de marche, des notes d'explorateurs, de voyageurs ou de missionnaires, des documents. Il témoigne de la nature des premiers regards des Européens. Certains se révèlent remarquables par leur curiosité, leur empathie.
Plus tard, vers la fin du XIXe siècle, apparaissent les premières fictions, transpositions vécues. Puis, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on assiste à un véritable élargissement de la conscience coloniale, dû à plusieurs facteurs: rôle des soldats de l'Empire dans la guerre, développement des échanges économiques et des liaisons maritimes aériennes, essor naissant du voyage touristique, développement des études africanistes, orientalistes, extrême-orientalistes, intérêt et mode pour l'art nègre, travaux ethnographiques sur les cultures africaines et asiatiques. C'est aussi le temps de la littérature d'enquête et de dénonciation, en Asie comme en Afrique, qui accompagne les premiers textes de colonisés en quête d'une identité propre. La littérature porte la marque de cet élargissement. Un grand prix de littérature coloniale est créé en 1921. Des auteurs coloniaux, Claude Farrer, Marius et Harry Leblond, André de Maison, Émile Nolly, sont distingués par le Goncourt ou le prix du roman de l'Académie française. Plusieurs jouissent d'une grande notoriété: les frères Tarot pour le Maroc, Louis Bertrand et Robert Randaud pour l'Algérie, Robert de la Vignette ou André de Maison pour l'Afrique, Pierre Mille, Jean Marquet et Jean Ajalibert pour l'Indochine. La littérature coloniale est donc facteur et témoin de cet élargissement. Grâce à elle, écrit Raoul Girardet, le fait colonial cesse d'être une vague entité pour devenir une réalité familière, soulignant la liaison étroite entre littérature et idéologie. En tant que telle, elle commence avec l'algérianisme, mouvement littéraire initié par Robert Randaud en 1920, puis repris par Louis Bertrand avec le projet de créer une identité culturelle franco-algérienne. Plus tard, les frères Leblond de La Réunion affirment dans Après l'exotisme de Loti, le roman colonial, 1926, la France ne peut plus tenir son rang en Europe, ni peut-être même vivre qu'en s'appuyant sur son empire. Saute citation, le colonialisme devient la plus grande province du régionalisme. Fin de citation. Puis Roland Lebel publie en 1931 dans le cadre de l'exposition de Vincennes la première histoire de la littérature coloniale. Il y formule les missions de l'écrivain colonial: créer, répandre et exalter la conscience de la plus grande France, entre guillemets, précisant que c'est la littérature coloniale, entre guillemets, qui tisse entre la métropole et ses enfants lointains les fils spirituels de la trame impériale. Fin de citation. La même année, Eugène Pujarniscle ajoute au seuil de son essai en forme de manifeste Philoxène ou de la littérature coloniale que de toutes les propagandes, la plus efficace est la propagande par les arts, et plus spécialement par la littérature. Propagande, telle devient la mission explicite d'une littérature qui se sent marginalisée. Randaud soutient en 1929 que les écrivains coloniaux seront des vagabonds, des bachibouzouks, des romanciers d'aventure. 10 ans plus tard, André de Maison confirme: la littérature qui s'occupait directement de nos territoires d'outre-mer et des peuples qui les habitaient était considérée, saute citation, comme une sorte d'ersatz de la littérature française. Fermez les guillemets. Certains refusent l'étiquette de coloniale, jugée restrictive, arguant que c'est, ou ce n'est pas, de la littérature. Louis Malray, auteur de L'exotisme indochinois dans la littérature française en 1934, récuse toutefois cette soumission idéologique. Le fait colonial lui apparaît comme un obstacle au contact des cultures car, il dit, de tous les préjugés qui obscurcissent le regard de l'Européen, le plus tyrannique est celui qui vient de la satisfaction de se voir un conquérant. Fermez les guillemets. Il dénonce une mystique de la colonisation, exaltant la majesté du blanc et le mythe d'une civilisation qui ne saurait être que la blanche. Il préfère inscrire la littérature coloniale dans le mouvement général qui pousse une civilisation vers la connaissance de l'autre. Une troisième question porte sur le rapport de la littérature coloniale à l'exotisme. Ce dernier est alors critiqué comme cadre esthétique, sorte de produit de tourisme colonial, avec ses œuvres de métropolitains de passage pour lecteurs friands de clichés, indigènes pittoresques, mais âmes impénétrables. Hérité du passé, cet exotisme superficiel de pacotille ne saurait restituer une réalité moderne. Du reste, l'auteur exotique parle surtout de lui, entouré de comparses inconscients. C'est ce que l'on reproche alors à Pierre Loti, et l'on brocarde la littérature d'escale avec ses clichés. On cite Caïd, grand seigneur, musulmane désenchantée, mobilier en bois de bananier. Fermez les guillemets. Robert Randaud en livre la recette. Ouvrez les guillemets. Coiffé d'un turban le héros, drapez-le dans un burnois. Plantez ici un palmier, là un minaret. Plus loin un mirage, saupoudré de sable le coucher du soleil, tenez des propos consternants sur l'ogive arabe et le palais mauresque. Mettez à rissoler des tirades amoureuses, un harem des eunuques, un chibouk et des moukers. Croquez un croissant d'un sou, et vous servirez la plus délicieuse des terrines orientales.
Fermez les guillemets. On rejette ces historiens de sapants, de royaux, de flamboyants, de conguets, dont on nous fatigue les oreilles depuis si longtemps. Nous dit Ernest Psychary dans L'Appel des armes, Paris, édition Connard 1919. En publiant en 1925 son reportage indo-chinois sur la route mandarine. Roland d'Orgelès définit donc un nouvel exotisme entre guillemets. Déambulant dans la bousculade d'Hanoï, rue de la Soie, rue de la Laque, parmi les anamites en veston, vatem pieds nus, chinois sans natte, marchands de phonographes, astrologues ambulants. Il note que toute une Indochine a disparu avec le vieil aname mystérieux. Demain, il nous dit, le bonze aura son stylographe et le mandarin fera du vélo. Fermez les guillemets. Le nouvel exotisme, écrit-il, c'est donc ce contraste continuel d'archaïsme et de modernisme, rencontre insolite de deux civilisations que des millénaires séparent. Plus tard, Malaret livre sa propre définition de l'exotisme indo-chinois. Bien plus qu'une simple manifestation littéraire, il est, nous dit-il, l'une des apparences du prisme aux mille facettes dans lequel se réfléchissent les rapports de l'Europe et de l'Asie. Fermez les guillemets. Cet exotisme littéraire renouvelé refuse le superficiel, tourne son regard vers l'autre et le reconnaît différent, comme le voulait le voyageur et poète Victor Ségalen, promoteur d'un exotisme qui soit jouissance du divers, perception de l'altérité, qui interroge en retour sa propre identité. Il peut alors devenir le moyen de connaissance de l'autre et de l'ailleurs. Et dernière question, quelle réalité décrire ? Les us et coutumes, la psychologie, individuelle et collective, certes, mais aussi des revendications et les grands problèmes sociaux ou spirituels. Des héros jaunes ou noirs, pour faire du roman colonial le roman des races, entre guillemets, M.A. Leblond. Pour cela, l'auteur doit voir les faits les plus modestes, la littérature d'imagination, tendant vers une littérature documentaire, selon Roland Lebel, Histoire de la littérature coloniale en France, devient une méthode de connaissance capable de produire des œuvres exactes, entre guillemets, à forte coloration ethnographique. Ce qui n'est pas simple. Pujarniscle évoque la lutte constante que l'écrivain colonial doit soutenir, s'il veut avoir quelque chance de saisir des bribes de vérité. Capter la réalité morale, étudier les mœurs, les pensées, les sentiments. Lebel, page 13. Tant les écrans entre l'auteur et le réel sont nombreux. La nature, entre parenthèses trop pittoresque, le regard même de l'auteur, les mythes de l'Indochine, tantôt Eldorado, tantôt terre d'exil, le colonial, apôtre de la civilisation ou brute tortionnaire, l'indigène, tantôt inconnaissable, tantôt primitif, l'amour exotique et l'opium, pourvoyeur de clichés. Par exemple, on rêve d'Indochine, parée de couleurs fastueuses, mais Pujarniscle donne à voir une autre nature indochinoise, grise, terne, noyée de crachin. Ouvrez les guillemets. Il ne faut pas se faire, surtout au Tonkin, une idée d'exotisme coloré. Le buffle est couleur de vase. Les fleuves roulent des eaux terres de Sienne. Fermez les guillemets. Pujarniscle, citant le gouverneur général de l'Indochine, Pierre Pasquier. Car la description de la nature ne peut se borner à l'esthétique. Elle doit, entre guillemets, subordonner le point de vue physique au point de vue psychologique pour peindre les effets durables du climat et du sol sur les mœurs, particulièrement sur les mœurs indigènes. Fermez les guillemets. Avec le regard du géographe et de l'ethnologue, la description donne à comprendre une société et un rapport au monde. La littérature coloniale peut ainsi être définie par sa tension vers la connaissance d'un ailleurs et d'un autre, envisagée désormais moins comme objet d'un spectacle que comme sujet d'un monde à partager. Cependant, par bien des aspects, cette littérature reste ambiguë, voire contradictoire dans son appellation même. Quels critères pour y être rattachés ? Suffit-il de parler des colonies ? De surgir durant la période coloniale ? Faut-il en faire la propagande, formuler des critiques, sans parler des questions de genre, quelle place pour le reportage, le récit de voyage, et pour les textes anticolonialistes ? Et sans oublier qu'à côté d'œuvres tendant vers l'ouverture et la connaissance, elle n'a cessé de charrier clichés et caricatures. En fait, la littérature coloniale peut se reconnaître au discours par lequel elle affirme son souci de dépasser le superficiel pour voir et faire connaître la réalité des colonies, des coloniaux et celle des colonisés. Elle n'échappe évidemment pas à la détermination de l'idéologie qu'elle veut servir, ni à l'ambiguïté qui consiste à parler pour le coloniser. En appui de sa visée documentaire, elle fait appel à l'imaginaire, à la poésie, à la création qui anime les connaissances que l'exotisme nouveau est sommé de fournir. Ce sont donc bien les créateurs qui sont en charge d'inscrire les colonies dans l'imaginaire des lecteurs, et dans une thématique littéraire. Ainsi, cette appellation ambiguë recouvre d'une part un mouvement structuré né vers le début du XXe siècle pour accompagner et soutenir le mouvement colonial,
et d'autre part un vaste corpus de textes documentaires et fictionnels ayant rapport positif ou négatif avec les sociétés et l'époque coloniale. La difficulté à la définir témoigne de sa richesse et de sa diversité, puisque l'on y voit se côtoyer et des clichés et des stéréotypes de la supériorité occidentale et du racisme ordinaire, et la connaissance de civilisations et de cultures nouvelles, dans une coexistence constante tout au long de son histoire. Grand 2, la question du regard. Dans la découverte de l'inconnu, tout commence par le regard porté sur ailleurs, et sur l'autre, qui l'institue, soit dans sa dignité, soit en simple spectacle. Cette vérité bien connue se vérifie dès les premiers écrits de cette littérature, parfois appelée précoloniale, avant la naissance de l'appellation contrôlée littérature coloniale. Certains découvreurs, explorateurs, témoins de passage, se montrent observateurs de qualités exceptionnelles, ce qui n'est pas unanimement partagé. On retiendra 3 qualités particulières dans ces regards. La première est l'intelligence sensible du précurseur, illustrée par exemple par Henri Mouhot, en 1860, accomplissant son rêve d'explorer le Siam et le Cambodge. Il devient l'un des premiers « découvreurs d'Angkor » en publiant sa découverte dans la revue Le Tour du Monde, alliant sensibilité esthétique et intelligence prémonitoire. Son texte a la puissance évocatrice qui fait naître, chez Loti par exemple, des vocations de voyageurs. À Angkor, il dit son enthousiasme pour ces vestiges fabuleux d'une civilisation grandiose, engloutie dans la forêt. Puis, dépassant l'émotion, il s'interroge sur l'histoire des lieux et trace un véritable programme d'études. Histoire, archéologie, religion, légende. Remarquable prémonition, il correspond au programme qui sera mis en œuvre, un demi-siècle plus tard, par l'institution en charge de la conservation des temples. La seconde qualité est l'ouverture vers les êtres, celle qu'Auguste Pavie, 1847 à 1925, incarne. Et pris d'aventure, Pavie quitte Dinan pour l'Indochine, où il accomplit une riche carrière de fonctionnaire colonial, d'explorateur puis de diplomate, explorant le Cambodge et le Laos, traçant les lignes télégraphiques, relevant les cartes du pays, puis devenu consul de France, négociant avec les Siamois des frontières d'un Cambodge élargi en 1904 et 1907, et amenant le Laos dans le giron de la France. Il se construit une image frappante, pieds nus, longue barbe et grand chapeau qui inspire la bienveillance. Il conduit ses missions sans user de la force et en montrant constamment une curiosité empreinte de respect et de sincère affection envers ses « bons Cambodgiens » et ses bons Laotiens. Écrivant en conclusion de ses mémoires « Haute récompense, je connus la joie d'être aimé des peuples chez qui je passais. » Fermez les guillemets. La qualité de cette empathie a fait de Pavie l'icône d'une forme de colonisation humaniste à la découverte de sociétés respectées et admirées. Il côtoie ainsi l'image d'un Brazza pour l'Afrique. La troisième est la pratique du regard inversé, dont le docteur Ocar donne l'exemple. Ce médecin des ambulances, qui est aussi un remarquable photographe, restitue son séjour indo-chinois de 1884 à 1886 dans un récit intitulé « Une campagne au Tonkin ». Au-delà de l'aspect militaire, c'est avant tout le livre d'un observateur exceptionnel. D'une curiosité sans cesse en éveil, avec un regard aigu, sympathique et exempt de tout préjugé, il observe et développe longuement tout ce qui touche à la structure de la société qu'il découvre, percevant le rôle central de la famille, de l'organisation politique du village, la complexité du statut des femmes. L'importance politique des interprètes, le rôle ambigu et contrasté des mandarins. Il s'intéresse de près à la médecine chinoise et annamite, à la pharmacopée, à l'ensemble des rites qui scandent la vie des anamistes, entre guillemets. Le docteur, photographe, réunit les qualités d'un informateur, de guide bleu et d'un correspondant de musée ethnographique. Il écrit ainsi « En France, les anamites sont encore considérés comme des sauvages par bien des gens. Ils possèdent cependant une civilisation plus ancienne que la nôtre, et qui, pour être toute différente, n'en est ni moins complète ni moins raffinée. » Fermez les guillemets. En outre, il n'est pas seulement observateur mais tâche de se représenter à son tour observé, opérant un renversement de regard. Il veut savoir comment l'autre voit ses propres particularités. S'il observe que la musique du Tonkin heurte l'oreille d'un occidental, il fait entendre des airs d'opéra à des Tonkinois, et note qu'ils partent de grands éclats de rire. Cette posture veut inverser l'européocentrisme et favorise le sens de la relativité des valeurs. Comment peut-on être persan ? Comment peut-on être français ? Montrant que nous sommes aussi l'autre de l'autre. Ocar est un précurseur. La qualité du regard est donc, en art comme en littérature, ce qui détermine tout le reste, l'existence même de l'autre. Grand 3, civilisé, non civilisé, décivilisé. Justement, cette question parcourt la littérature coloniale, sous des formes et avec des enjeux divers. Qui est civilisé, qui ne l'est pas ? Qui l'est vraiment ? Qui se décivilise ? L'enjeu est de taille,
puisque la doctrine coloniale repose sur le credo de la mission civilisatrice, devoir à accomplir chez les populations colonisées. Or, dès les débuts, la littérature témoigne d'un doute sur le point de savoir qui est civilisé. Parfois, les réputés civilisés le sont moins que prévu, et les non-civilisés le sont bien mieux, sans compter ceux qui veulent passer d'un état civilisé à un état décivilisé. La notion même de civilisation se retourne en interrogation sur sa propre identité et sur ses limites. En témoigne le changement de point de vue adopté par certains auteurs. Pour restituer une réalité, ils adoptent celui des colonisés. Les premiers personnages des romans indochinois ou algériens sont non des missionnaires de la civilisation, mais des chercheurs d'aventure, partis d'Europe pour fuir un monde ancien, pour faire table rase, renaître ailleurs, voire se tailler un royaume. Les chercheurs de trésors, le garde, en charge d'un poste isolé de la haute région du Tonkin, près de la porte de Chine. Ces personnages des nouvelles de Fumeurs d'opium, Jules Boissière 1896, de la fin de la conquête, sont là pour l'aventure, la liberté, l'espace immense et cette dilatation de leur destin personnel, avant de succomber à la duplicité de l'Asie, c'est-à-dire aux trahisons et aux atrocités des pirates ou aux pièges d'opium. Fin tragique, mais qu'importe, la vie aura été immensément agrandie. Citation: ici, l'horizon libre de toutes parts, et bien au-delà, de l'horizon silencieux et désert, encore du désert et du silence. Un délice pour l'imagination. En vérité, cette bande de territoire indéterminé, et non point la frontière précise. Fumeur d'opium 1896. Quelques années plus tard, Claude Farrère intitule Les Civilisés, 1905, prix Goncourt, un roman qui fait scandale parce qu'il montre Saigon, entre guillemets perle de l'Extrême-Orient, comme capitale médiocre du stupre, habité de pantins lubriques, opiomanes et nihilistes. Ces deux héros, débauchés et cyniques, se disent civilisés, de catégorie supérieure, parce qu'ils dévoilent la parade hypocrite des plaisirs et des vanités qui se jouent dans cette capitale moite. Ils évoquent d'ailleurs le fumier fertile de la colonie, où les déclassés d'Europe viennent se forger un destin neuf, devenant ainsi les véritables civilisés. Toutes ces races, ainsi dit-on alors, d'Asie et d'Europe se côtoient à Saigon, et c'est ce frottement qui fait exploser pudeur, morale et religion, soutient Farrère. Ouvrez les guillemets, un jour les peuples ont éclaté de rire à la face les uns des autres, et toutes les croyances ont sauté dans cet éclat. Fermez les guillemets. En 1932, Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline, prix Renaudot, caricature une société coloniale en Afrique, raciste, médiocre, et un but de sa supériorité dérisoire, la civilisation. Point de suspension. Moins radical, une certaine satire sociale parcourt la littérature coloniale, moquant ces petites sociétés provinciales que les Européens reconstituent, en Afrique ou en Asie, avec les cloisonnements, les hiérarchies et les rites qui créent une illusion de vie sociale. Raffine Soussou, de Jean Ajalbert, 1905, et bien d'autres, plus tard, les Asiates, de Jean Hougron, 1954. Se retrouvent pour railler, plus ou moins aimablement, ces groupes humains qui semblent végéter ou se diluer sous l'effet du climat et des habitudes aimables du pays et de ses habitants, de ses habitantes surtout. Protection, repli, la fameuse mission paraît alors bien évaporée, même si l'on y fait référence mollement, mais sans en être dupe. En fait, si elle sous-tend de façon implicite la plupart des fictions, la mission civilisatrice est finalement rarement célébrée de façon explicite. Deux romans au moins le font ouvertement, le kilomètre 83 de Henri Daguerche de 1913 et La route du plus fort de Georges Groslier en 1925. Il est significatif que ces deux livres glorifient l'avancée victorieuse de la technologie occidentale à travers deux symboles comparables, la voie ferrée en construction sous la direction d'un ingénieur face à la traversée d'un marécage maléfique et la route tracée sous l'impulsion d'un administrateur colonial à travers la brousse cambodgienne. Ouvrez les guillemets, la belle route donnée par un pays à un autre, tracée par le plus fort pour le plus faible. Fermez les guillemets, Groslier 1925. La rectitude de la pénétration, le béton, les ingénieurs conduisant les équipes de coulisses, la ténacité, les calculs et les financements auront raison de la brousse, des marais, des superstitions et des pesanteurs de l'Asie endormie. Opposition binaire révélatrice. La civilisation célébrée ici est celle des bâtisseurs apportant la modernité et l'équipement, en plus de la méthode. La colonisation est ici progrès et modernisation. En fait, la belle découverte de cette littérature est ailleurs. Elle dit que la civilisation se trouve chez les colonisés, mais pas forcément comme on l'attendait. Découverte en deux temps. D'abord le spectaculaire, ensuite l'ordinaire. D'abord, la civilisation semble l'apanage de ces personnages remarquables peints par Boissière,
que sont les lettrés raffinés de l'Annam, héritiers des plus anciennes traditions chinoises, vivant dans le monde compliqué et serein de leur méditation et de leur nanagir, jusqu'à ce que ce raffinement n'explose en une cruauté qui montre sous le lettré un tyran cruel, lequel renvoie à notre propre cruauté occidentale, dans un singulier effet de miroir des identités, comme si cette Asie révélait à notre Occident ce qu'il préférerait occulter de lui-même. Dans un deuxième temps, la littérature porte son regard vers les héros les plus ordinaires, pêcheurs et paysans annamites, dans La barque annamite par Émile Nolly de 1910 et De la rizière à la montagne de Jean Marquet 1913. Marquet, par une révolution narrative, adopte le point de vue du paysan vietnamien, au point de surprendre le lecteur européen confronté dès les premières lignes à l'étrangeté de la présentation. Ouvrez les guillemets, il naquit au village de Palanquin de Jade, à l'heure du lièvre, le 12e jour du 10e mois de l'année de l'arbre vivant et du rat, ce qui, 2 mois plus tard, le rendit âgé d'1 an. Fermez les guillemets. Le lecteur apprend 2 choses. D'abord que chaque instant de la vie est culturellement déterminé, y compris la façon de se situer dans l'espace et dans le temps. Ensuite, que c'est à travers les menus faits de la vie quotidienne que l'on peut appréhender une culture, une civilisation. Et ce retournement significatif se retrouve aussi dans 2 grands romans d'Afrique. Histoire de Diato, l'homme qui eut 3 femmes et qui en mourut, d'André de Maison de 1923, et Les paysans noirs, récit soudanais en 12 mois, de Robert de la Vignette de 1931. Le premier restitue au plus près la langue parlée par son héros, la belle rhétorique qui préside aux échanges quotidiens, dont il fait connaître la poésie, le raffinement, la courtoisie, bien loin des images de sauvages qui circulent alors. De la Vignette s'intéresse aux plus humbles habitants des Soukala, ces métairies paysannes du Soudan, dont il fait les véritables acteurs du progrès en Afrique, ces paysans que l'administrateur en charge du territoire décide de convaincre, plutôt que de contraindre, et dont il découvre la vie quotidienne, modeste et magnifique. Ces 4 ouvrages sont souvent regroupés comme illustrant ce que l'on nomme humanisme colonial, entre guillemets, mouvement par lequel la conscience coloniale se remet en question en reconnaissant la richesse de civilisations d'Asie et d'Afrique, souvent jugées inférieures jusque-là, dans un mouvement de recherche d'une éthique de l'action qui prenne en compte les colonisés. C'est enfin autour de ces notions sans cesse récompensées que surgit le terme de décivilisé. Un roman, Décivilisé, par Charles Renel en 1923, situe à Madagascar l'histoire d'un Européen qui, déçu par la civilisation, rêve de retrouver un état de nature dans la vie primitive. Ce thème se révèle extrêmement vivace, irriguant toute la littérature coloniale dans ses différentes aires géographiques. Le décivilisé est celui qui pousse à l'extrême la logique du contact des cultures, qui passe la frontière, abjure ses valeurs d'origine, au risque de passer pour un transfuge et un traître, plonge dans une fascination d'altérité, pour y renaître autre. Cela prend des formes diverses, mais on retrouve très souvent 2 causes principales à cet élan, la femme indigène et la nature sauvage, figure emblématique du rêve d'autre chose que la vieille Europe ne peut satisfaire. Parmi les titres qui illustrent le thème, on peut retenir en particulier Retour à l'argile de Georges Grolier en 1929. Le héros, ingénieur venu construire un port, redécouvre la beauté à l'état de nature avec sa compagne khmère, Kamlang, et choisit de se déciviliser en sa compagnie et celle d'une deuxième épouse qu'elle lui choisit, affirmant paradoxalement que, entre guillemets, nous nous décivilisons en nous livrant au progrès. Fermez les guillemets. Il s'agit donc en fait de se reciviliser, de nous retrouver des valeurs d'authenticité en allant les chercher dans un retour à l'état de nature. Le rêve rousseauiste du bon sauvage n'est pas étranger sans doute à de telles aspirations. Grand 4, figure de l'altérité. Tout se passe en fait comme si la proximité de cultures différentes provoquait à la fois une mise en question de sa culture d'origine, une attirance pour l'autre culture, vue comme un modèle possible, en même temps qu'une crainte, dans un schéma constant de fascination et de répulsion complémentaires. On dit parfois que l'Asie serait l'autre de l'Europe, formule un peu vague que l'on peut cependant comprendre en la restituant dans ce moment de crise de la conscience occidentale qui surgit après la Première Guerre mondiale, marqué par une attirance pour l'Orient, en même temps qu'une crainte du « péril jaune » entre guillemets. Les valeurs de l'Asie peuvent alors apparaître comme une alternative. C'est dans ce cadre que l'on peut mieux comprendre ces quelques figures majeures du thème littéraire de l'altérité que sont les femmes indigènes, les sauvages ou les pratiques religieuses. Les figures féminines, asiatiques ou africaines, compagnes d'un jour ou d'une vie du colon, peu ou mal mariées, peuvent être lues de différentes façons, au fil des nombreux romans qui leur sont consacrés.
Assujetties à la double domination du mâle et du colonisateur, qui peut facilement conclure une union selon un contrat négocié à la mode du pays, entre guillemets, elles incarnent également le rêve d'une femme à l'état de nature, à la beauté sans apprêt, aux mœurs sans artifice, et aussi celui de guide naturel vers sa société d'origine. Elles offrent un autre type de relation amoureuse, plus confortable pour le mâle que le modèle européen. Elles sont deux fois autres, comme jaune ou noir et comme femme. Ces personnages, apparus tôt, deviennent un thème littéraire majeur à partir des années 20. Ti-Ba Fi Danam de Jean d'Esme en 1920 présente l'archétype de la femme d'Asie, petit être animal mystérieux, consumé d'amour pour son bel administrateur colonial, qui la prend pour concubine tout en la cantonnant dans les dépendances. Ensuite, en réaction à cette image réductrice, fleurissent romans et nouvelles présentant différents types de femmes, dans leur diversité sociale et psychologique, comme par exemple Trois femmes anamites de Clotilde Chivas-Baron en 1922, dont le titre et la forme des nouvelles soulignent le choix de la diversité. Grande découverte, la femme est la même partout avec des cultures différentes. Elle devient un véritable objet d'étude romanesque, héroïne de situations interrogées pour leurs valeurs révélatrices. À travers le destin de son personnage féminin, Mai Diem, de Soleil au ventre, de 1952, par Jean Hougron, montre comment, dans l'Indochine des années 50, dont il est le puissant romancier, les femmes sont ballottées par les idéologies, enfance, paysanne, recrutement chez les rebelles Viet Minh, espionne à Saigon, éprise d'un officier français, etc., qu'elles affrontent pour tenter de vivre leur propre destin. Quant au fruit de ces unions amoureuses interraciales, l'enfant métis, il devient lui-même porteur d'interrogations sur son identité souvent douloureuse, sa difficile insertion dans des sociétés promptes à ostraciser le fruit de ses transgressions, le décalage aussi entre une amère réalité de ségrégation et le rêve de création d'une culture métisse. De beaux romans ambitieux et complexes en témoignent, entre autres, L'autre race de Herbert Wilde en 1930 et Les Asiates de Jean Hougron en 1954. Non moins significatif est le thème de la sauvagerie, qui interroge directement celui de la civilisation. Symboliquement, le sauvage est lié à la sylve originelle, qu'il habite avec les bêtes sauvages qu'il ose affronter quasi nu. On le reconnaît à sa nudité, bien sûr, mais aussi à son caractère indomptable, fourbe, cruel. C'est ce que nous enseignent les écrits des missionnaires et explorateurs. Pas tous, car il existe depuis Rousseau au moins de bons sauvages entre guillemets. Les auteurs se partagent sur ces points, les uns observant l'homme à l'état de nature, les autres jouant des fantasmes de cruauté qui nous renvoient à notre propre sauvagerie. Dans la carte de la littérature coloniale, le sauvage habite une contrée lointaine, où l'homme blanc peut errer en quête de sa propre identité, aussi rassurante qu'inquiétante. Pour l'Asie, ceux que l'on nommait les Moïs, soit sauvages en vietnamien, ont donné naissance à une importante littérature qui va des récits de missionnaires et d'explorateurs jusqu'aux reportages, plaidoyers, romans d'aventure ou de science-fiction, en particulier autour des années 20 et 30. Cette période voit presque en même temps le reportage de Dorgelès sur la route mandarine en 1925, où il consacre un chapitre entier à prendre la défense des minorités austronésiennes des hauts plateaux indochinois, le roman de Malraux, La vie royale de 1930 qui souligne leur cruauté de bêtes et l'étonnante plongée dans une science-fiction préhistorique narrée dans Les dieux rouges de Jean d'Esme de 1923. Ces sauvages-là n'ont pas fini d'irriguer un imaginaire balisé par Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad en 1902 ou le film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now en 1979. D'autres thèmes littéraires peuvent encore être lus comme des indicateurs d'altérité. L'opium pour l'Asie, qui en accompagne de bout en bout les livres, la poésie et même les films, au point d'apparaître comme élément de base de la panoplie asiatique. L'opium pourvoyeur de rêves et de connaissances subtiles, mais aussi destructeur, asservissant ses victimes jusqu'au trépas. L'opium avec son cérémonial et ses rituels. Les pratiques religieuses d'Asie marquent également les livres, avec la singularité de religions sans Dieu, qui sont des sagesses sociales ou individuelles délivrées par des humains, sur un fond d'animisme et avec un élan vers le syncrétisme. Elles sont régulièrement convoquées pour leur valeur méditative et leur respect de la nature, par opposition au culte de l'action, qui serait l'apanage des Européens. Pouvourville, Wilde, Macaulay Pal illustrent cette inscription des questions religieuses dans la littérature du dialogue des civilisations. Grand 5, littérature et ethnographie.
En Asie comme en Afrique, on peut suivre le passage d'une littérature de découverte vers une littérature qui, pour rendre compte d'une certaine réalité, vise une valeur documentaire, avant de fournir à partir des années 30 les œuvres d'ethnographes comme L'Afrique fantôme de Michel Leiris en 1934, récit de l'expédition d'études ethnographiques de 2 ans qui traverse l'Afrique d'ouest en est de Dakar à Djibouti, conduite par Marcel Griaule. Ouvrez les guillemets. Je cessais de regarder les Africains sous l'angle de l'exotisme, finissant par être plus attentif à ce qui les rapprochait des hommes des autres pays qu'aux traits culturels plus ou moins pittoresques qui les en différenciaient. Fermez les guillemets. Écrit Leiris. Alors, très proche de Ballandier, à propos de la transformation personnelle qu'il observe au cours de cette expédition, véritable début d'étude approfondie d'une certaine Afrique. Cette évolution se retrouve en Asie, avec les travaux de l'école française d'Extrême-Orient, d'abord sous l'influence de l'ethnologue Marcel Mauss, puis de géographes comme Pierre Gourou. L'ethnologue Georges Condominas mène une étude de terrain durant les années 50 dans les montagnes du Sud-Vietnam, dans le village de Sar Luc, habité par l'ethnie Mnongar, et publie Nous avons mangé la forêt en 1957, référence à la pratique de la culture sur brûlis, ou essartage, puis, plus tard, une version plus littéraire, L'exotique est quotidien, en 1965. Grand 6, crise, enquête, dénonciation, identité. Les années 30 voient, en Asie et en Afrique, des essayistes, des journalistes, des voyageurs, des écrivains s'informer ou s'engager pour enquêter sur les abus et les crises graves du système colonial et les dénoncer. En 1926 apparaît Cochinchine par Léon Werth, reportage sans concession qui fait connaître les jeunes intellectuels indochinois comme Nguyen An Ninh. L'oppression nous vient de France, mais l'esprit de libération aussi, explique-t-il, qui ne trouvent pas leur place dans une Indochine qui leur fournit les moyens de se former, mais pas d'être engagés selon leurs qualifications. Il pointe les inégalités de traitement, pénalisant les Vietnamiens, les injustices de la vie quotidienne. Les Jauniers, de Paul Monet en 1930, dévoilent le scandale des recrutements forcés au Tonkin, destinés à fournir de la main-d'œuvre sur les plantations et les mines d'Indochine et de Nouvelle-Calédonie. Une romancière, Yvonne Schultz, s'empare du sujet et signe sur le même thème, dans le livre Dans la griffe des Jauniers, en 1931. Le soulèvement de la garnison de Yen Bei contre ses officiers français, la répression qui s'ensuit, la famine, les émeutes de la faim, les soulèvements du centre Annam, la fameuse révolte de Xoviet, du Nge Tin, sont suivis par des journalistes comme Louis Roubaud et André Violi, et paraissent alors des titres alarmants. Vietnam, la tragédie indochinoise. Indochine SOS. Faudra-t-il évacuer l'Indochine? Tous ces titres entrent évidemment en résonance avec Le procès de la colonisation française, livre de 1926, que signe Nguyen Ai Quoc, le futur Ho Chi Minh. Une page nouvelle commence, qui conduit à la guerre d'Indochine, terminée en 1954 entre Dien Bien Phu et Genève. Pour l'Afrique, André Gide découvre le Congo et le Tchad et tire de ce voyage, effectué en compagnie du photographe et cinéaste Marc Allégret, 2 récits. Voyage au Congo en 1927 et Retour du Tchad en 1928, qui dénoncent les abus de la gestion coloniale. Par exemple, le travail forcé sur le chemin de fer Congo-Océan, sans toutefois remettre en cause le bien fondé du système. Georges Simenon et Albert Londres abordent aussi la question. Ce dernier, dans Terre d'ébène en 1928, dénonce avec cynisme et une plume trempée de vitriol la maltraitance dont sont victimes les Noirs. Moteurs à banane, entre guillemets, recrutés dans le cadre du travail forcé. Ouvrez les guillemets, l'esclavage en Afrique n'est aboli que dans les déclarations ministérielles d'Europe. Saute citation, l'esclave ne s'achète plus, il se reproduit. C'est la couveuse à domicile. Fermez les guillemets. Il s'insurge contre une société coloniale ségrégationniste et se révolte contre ceux qui font de la civilisation à tâtons. Ainsi, les abus du système, le travail forcé, le poids des impôts, le déni de droits, les injustices, les impasses, les élites frustrées deviennent le sujet d'une littérature qui s'engage, axée sur le reportage, l'analyse, la dénonciation, mais également la glorification de l'œuvre accomplie. Car si l'on remet en cause le fonctionnement colonial, sa légitimité elle-même n'apparaît pas ébranlée. C'est dans ce contexte que des textes comme Batouala de René Maran en 1921, qui eut le prix Goncourt, Forcée bonté de Bakary Diallo en 1926, L'esclave de Félix Couchoreau en 1929, puis Le procès de la colonisation française, les nouveaux essais franco-anamites de Phan Quinn, PHAM,
QUYNH en 1938. Discours sur le colonialisme par Aimé Césaire en 1950. Les damnés de la terre de Frantz Fanon en 1961 prennent tout leur sens, en attendant que surgissent les voix de la négritude naissante, notamment Senghor, et de ses opposants, Cheikh Anta Diop et Ousmane Sembène notamment. La fin de la période coloniale n'est pas la même en Afrique et en Asie. Il est donc malaisé de vouloir poursuivre un parcours comparé des littératures de l'une et de l'autre. Pour ne pas conclure, avec l'histoire, la littérature en général, et coloniale en particulier, entretient des liens que l'on pourrait qualifier de dangereusement séduisants. Dangereux parce qu'elle n'est pas une duplication des faits historiques, dont elle est en quelque sorte décrochée par le temps et par les sujets. Séduisant parce que l'on peut y lire l'histoire des projections des écrivains sur cette histoire, avec illusions, rêves, mensonges et témoignages, souvent caricaturés. La littérature coloniale mérite d'être interrogée de façon renouvelée, comme c'est le cas aujourd'hui, pour la redécouvrir dans sa toute complexité qui témoigne des sociétés qu'elle s'attache à décrire. Conclusion du livre « Cinéma et société coloniale » par Pierre-Éric Fajol et Frédéric Garand. Par ces quelques lignes, nous entendons guider les candidats qui souhaiteraient faire référence à des œuvres cinématographiques, particulièrement dans le cadre des oraux. Si le cinéma et l'histoire ont des liens privilégiés, il faut bien reconnaître la relative difficulté pour l'historien d'utiliser ce type de support. Pourtant, l'intérêt des chercheurs pour les films est aussi vieux que le cinéma. Le tournant majeur date des années 1950-1960, grâce notamment aux travaux de Georges Sadoul, de Robert Mandrou, en 1958, et de Marc Ferraud, en 1993. Ce dernier assigne à l'historien à la fois un rôle de décryptage et un rôle de créateur de matériaux historiques. Il considère le cinéma comme un témoin et le reflet d'un contexte spécifique. Il s'agit donc de dégager une représentation sous-jacente des préoccupations d'une époque qui, pour notre propos, met en scène une vision spécifique des sociétés coloniales. Si d'une manière globale, on assiste depuis la fin des années 1970 à une reconnaissance officielle de ce nouveau champ de recherche, le cinéma devenant un objet à part entière de la recherche historique, il faut surtout attendre la promotion de la culture post-coloniale. IDES 2006. Pour que cet engouement concerne l'histoire des colonies. Désormais, le cinéma colonial est perçu comme un des outils essentiels de la pénétration d'une culture coloniale, permettant ainsi de créer des liens entre guillemets de proximité à l'égard de ces mondes qui pouvaient sembler lointains. Fermez les guillemets. Barlet, Blanchard, 2008. Comme toute nouvelle discipline qui se cherche, les premières formes de rationalisation tournent autour de l'élaboration de typologies de plus en plus complexes. Il existe ainsi deux angles d'approche divergents. Tout d'abord, on distingue l'histoire faite par le cinéma quand ce dernier est considéré comme source. Le film est alors un document qui entretient un lien plus ou moins étroit avec la réalité coloniale. Il est le résultat d'une construction intellectuelle dépendante d'un contexte culturel spécifique. Il ne s'agit pourtant que d'un miroir de la réalité, car les films peuvent être compris comme des symptômes de désirs ou de fantasmes coloniaux inassouvis. De même, l'historien peut être raconté par le cinéma. Celui-ci est alors un moyen d'expression de la mémoire et de la réalité coloniale. Le film n'est pas contemporain des événements relatés, et le réalisateur se positionne en qualité d'historien. Il convient alors d'établir des nuances par rapport à la réalité décrite. Plus précisément, en adaptant la typologie proposée par Pierre Sorlin en 1977. On peut distinguer les films à prétexte historique, qui renvoient au spectateur l'image qu'il se fait du passé, Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg en 1981, ou encore L'homme qui voulut être roi de John Huston en 1975. Les films à coloration historique, où le passé n'est qu'un cadre, où s'expriment des valeurs, un message intemporel, délié de la réalité décrite, comme Out of Africa de Sidney Pollack en 1985. Et enfin les films historiques, où l'histoire est le sujet central, mais dont le discours présente un éclairage nouveau par rapport à l'objet étudié, comme Gandhi de Richard Attenborough en 1982. Les films des deux premières catégories peuvent avoir pour unique but de divertir, sans forcément être inintéressants d'un point de vue historique, ou de proposer une métaphore de l'actualité contemporaine. Ils correspondent à la mise au présent des réalités coloniales du passé. Enfin, le film peut avoir comme objectif de prendre parti, et entrer alors dans la catégorie du film historique à thèse, pour défendre la mémoire des descendants de colonisés, Indigènes de Rachid Bouchareb en 2006, ou de condamner les violences coloniales, comme Taba Taba de Raymond Rajaonari-Velo en 1988. Grand 1, le cinéma source. Notre but étant simplement de fournir aux candidats quelques références filmographiques. Nous ne rentrerons pas dans l'élaboration d'une typologie approfondie.
De fait, certains films cités peuvent s'inscrire dans plusieurs catégories. Nous considérerons ainsi comme cinéma source entre guillemets les films réalisés avant les années 1950. Ils proposent la vision du contemporain sur le monde colonial. Le candidat doit cependant faire attention au fait que même dans ce cadre, l'action du film peut renvoyer à une période bien antérieure. C'est le cas de bien des films sur l'Inde coloniale qui affectionnaient plutôt le XIXe siècle. C'est avant tout l'appel des grands espaces, le mythe du désert, l'épopée militaire ainsi que le repos du guerrier qui guide ces films. Tel est le cas de l'Atlantide, en 1932, au Sahara, de George Willem Pabst. Une première version avait été réalisée en 1921 par Jacques Feyder. De Pepe le Moko en 1932 en Algérie et de la Bandera en 1935 dans le Maroc espagnol de Julien Duvivier, mais aussi des Trois de Saint-Cyr en 1938 en Syrie de Jean-Paul Paulin. Les grandes figures de l'exploration et de la conquête coloniale sont également présents avec Brazza ou l'épopée du Congo en 1939 de Léon Poirier, de Stanley de Livingstone la même année d'Henry King en Afrique équatoriale, et de L'Appel du silence en 1936 de Léon Poirier sur Charles de Foucault. Ces films s'attachent au rêve colonial et laissent peu de place aux sociétés coloniales entre guillemets qui n'apparaissent que très indirectement, notamment à travers le mythe de la femme indigène. La vision hollywoodienne des colonies permet également d'entrer dans des sociétés coloniales avec Les Trois Lanciers du Bengale en 1935 d'Henry Hathaway, de Gunja Din en 1939 de George Stevens sur l'Empire des Indes ou encore de Morocco en 1930 de Joseph von Sternberg. De même, le cinéma anglo-saxon offre durant la Seconde Guerre mondiale des visions parfois surprenantes des sociétés coloniales françaises, alors que l'on quitte le domaine du cinéma colonial, comme dans Casablanca en 1942 de Michael Curtis, Aventure malgache en 1944 d'Alfred Hitchcock ou encore Le port de l'angoisse en 1944 d'Howard Hawks sur la Martinique, l'intrigue liée à la guerre l'emporte sur le thème colonial, à tel point que Madagascar est inexistante dans le film d'Hitchcock et que la société coloniale malgache se limite à la furtive apparition d'un tirailleur. Casablanca est plus intéressant en proposant une vision de la société coloniale d'Afrique du Nord sous Vichy, telle que les Américains l'imaginent. Au lendemain de la guerre, les cinéastes proposent une vision plus profonde des sociétés coloniales, comme le propose André Haguet en 1952 avec Il est minuit, Dr Schweitzer sur le Gabon. À la marge du cinéma colonial, nous pouvons citer un film plus intime avec Le Fleuve en 1951 de Jean Renoir sur les Indes, ou des films plus inclassables comme Le Tigre du Bengale et son deuxième volet, Le Tombeau hindou en 1959 de Fritz Lang. Grand 2, le cinéma mémoire. Dans ce cinéma mémoire, les films renvoient le plus souvent à une nostalgie coloniale. Tel est le cas de Fort Sagan en 1984 d'Alain Corneau sur le Sahara, de L'Amant en 1992 de Jean-Jacques Hano sur l'Indochine, ou encore Indochine en 1992 de Régis Varnier. Des œuvres militantes sont également produites. Les candidats auront à cœur de proposer une réelle analyse critique, tout en faisant le lien historiographique avec les Subaltern Studies. C'est le cas avec Rue Casis Nègre en 1984 de Zane Palsy sur la Martinique, d'Indigène en 2006 de Rachid Bouchareb en Afrique du Nord et de L'ennemi intime en 2007 de Florian Emilio Siri sur l'Algérie. On peut ajouter une grande fresque proche du docu-fiction, à mettre cette fois en relation avec les post-colonial studies, avec le film Gandhi en 1982 de Richard Attenborough sur les Indes. La critique de la colonisation peut faire apparaître des sociétés caricaturales, tout en reprenant des images classiques de la colonisation. Ces films sont souvent charnières dans l'acceptation de la critique de la colonisation. Tel est le cas en France de La Victoire en chantant en 1976 de Jean-Jacques Hano, sur l'AOF. Mal reçu par le public, malgré l'Oscar du film étranger, qu'il reçut au titre de la Côte d'Ivoire. 5 ans plus tard, le public français n'a plus la même réticence face au coup de torchon de 1981 de Bertrand Tavernier, sur l'AOF encore une fois. La vision des anciens colonisés, peu présente, est particulièrement intéressante. Nous l'avons pour Madagascar avec Taba Taba en 1988 de Raymond Rajaonarivelo, ou pour l'Inde avec Les Joueurs d'échecs en 1977 de Satyajit Ray. Les adaptations de romans de la période coloniale présentent également un grand intérêt. Elles nécessitent une double dimension critique.
portant à la fois sur l'ouvrage et sa transposition filmique. Tel est le cas de La Route des Indes en 1984 de David Lean, d'après l'œuvre de E.M. Forster 1924, d'Out of Africa en 1985 de Sidney Pollack sur le Kenya, d'après le roman de Karen Blixen en 1937, de Lord Jim en 1965, de Richard Brooks, censé représenter la Malaisie, mais tourné dans le contexte archéologique d'Angkor, au Cambodge, d'après Joseph Conrad, en 1900, ou encore d'Oeroeg, O-E-R-O-E-G, en 1993, de Hans Hielkema, H-Y-L-K-E-M-A, sur les Indes néerlandaises, d'après une nouvelle de Hella S. As, H-A-A-S-S-E, de 1948. Conclusion, dans leur diversité, les films coloniaux s'inscrivent au sein d'un cadre spécifique de réalisation pour un public ciblé et selon des interprétations complexes. Ils ne proposent pas une vision globale et objective et ne peuvent donc pas être superposés à la réalité coloniale. Ils nécessitent une critique externe et interne, comme toute autre source historique. Pourtant, les films coloniaux proposent un certain regard capable de donner du sens à condition de les interroger en déterminant leur statut et leur contexte. L'analyse externe permet de replacer le film dans son régime d'historicité. Elle suppose une contextualisation du tournage, de la sortie, de la diffusion, de la réception critique, de la réussite économique ou encore de la censure si cette dernière est prégnante. Il s'agit notamment de déterminer le regard issu de la volonté du réalisateur, mais aussi de considérer celui que le public porte sur le film. Ce questionnement permet de définir initialement la nature du film en qualité de source ou de support mémoriel. Elle permet également d'intégrer l'étude des influences du réalisateur si on considère que de nombreux films coloniaux se sont appuyés sur des œuvres littéraires. Cette réflexion nécessite également une analyse de l'affiche en qualité de condensé de l'angle de vue proposé. L'analyse interne suppose de prendre en compte le contexte spatio-temporel, politique, social, économique et culturel grâce à une étude du schéma narratif. Les thèmes du cinéma colonial sont récurrents et transcendent les empires. L'exotisme est une constante, mettant en évidence que l'indigène est étrange, entre guillemets. D'une manière globale, peu présent ou européanisé, lorsque le scénario le nécessite, il incarne un profil psychologique peu élogieux. Il constitue, le plus souvent, la figure de l'antithèse du héros colonial, où la gloire militaire est souvent mise à l'honneur. Il y a cependant des contre-exemples, comme Gunga Din, le porteur d'eau indien dans le film éponyme, qui se sacrifie pour sauver ses amis anglais. Le thème de l'amour colonial est également présent, amour insensé entre le colonisé et le colonisateur, qui reflète l'impossible mixité raciale au sein des sociétés coloniales. L'attention portée au traitement de l'image et à la bande-son permet de mettre en évidence des imaginaires et de développer des sensibilités purement exotiques. Partie intégrante des arts visuels, dans les programmes de l'histoire des arts et de la culture humaniste entre guillemets pour le socle commun, le cinéma y est présenté comme un support privilégié, que ces quelques pages vous incitent à préparer les concours en restant cinéphile. En bonus, j'ajoute une dissertation. Ce sera Transformations économiques et sociales au Proche-Orient dans l'entre-deux-guerres, issu du manuel. Celui-ci par Chantal Verdeil. À la fin de la Première Guerre mondiale, le Proche-Orient arabe passe sous domination politique européenne. En 1914, les Britanniques officialisent leur protectorat sur l'Égypte, qu'ils contrôlaient déjà de facto depuis 1882. En avril 1920, la conférence de San Remo répartit les mandats entre les puissances. La France obtient la Syrie, dont elle détache le Liban, État solennellement proclamé par le général Gouraud en septembre 1920. La Grande-Bretagne se voit confier l'Irak et la Palestine lors de la conférence du Caire, 12 au 22 mars 1921. Elle confirme l'attribution du trône d'Irak à Faisal, ancien chef de la révolte arabe, et entérine la création de l'émirat de Transjordanie, attribué à son frère Abdallah. Protectorat et mandat impliquant des formes de domination indirecte et, de façon explicite pour les mandats, provisoires. En 1932, l'Irak gagne son indépendance et entre à la Société des Nations. L'Égypte fait de même en 1936, mais des traités d'alliance permettent à la Grande-Bretagne de maintenir des soldats, 100 000 dans la zone du Canal dans les années 1940, et d'utiliser ou d'occuper des bases militaires. Pour ces deux pays, l'indépendance ne sera véritablement acquise qu'avec les révolutions des années 1950, 1952 en Égypte, 1958 en Irak. Le Liban gagne la sienne en 1943, la Syrie et la Transjordanie en 1946. La Palestine demeure un cas particulier et épineux. En 1948, un seul État voit le jour, l'État d'Israël,
État indépendant pour les uns, nouvel avatar de la colonisation pour les autres. Durant ce long entre-deux-guerres, des années 1920 aux années 1950, les colons restent peu nombreux si on accepte le cas particulier de la Palestine, où l'immigration sioniste s'accroît. Peut-on, dans ces conditions, parler de société coloniale? La question mérite d'autant plus d'être posée que si l'on s'intéresse aux transformations économiques et sociales de ces régions, la rupture que constitue la Première Guerre mondiale, au plan politique, n'apparaît pas de façon aussi nette. L'influence européenne, qu'elle soit économique, sociale ou culturelle, s'exerce depuis la fin du XIXe siècle, portée à la fois par les ambitions européennes, par l'intégration de plus en plus forte du Proche-Orient au capitalisme mondial, et par la politique de l'Empire ottoman lui-même, puisque les réformes, tanzimat, qu'il mène depuis le début du XIXe siècle s'inspirent largement de modèles européens. Antérieures à l'hégémonie politique, relayée par la population locale plus que par les colons, les influences européennes sont aisément repérables dans les transformations sociales et culturelles que vivent les sociétés du Proche-Orient dans l'entre-deux-guerres. Elles se manifestent à travers l'emprise économique des Européens, l'essor de la bourgeoisie locale occidentalisée et nationaliste, et nourrissent d'intenses débats intellectuels et politiques. Grand 1. Emprise européenne et essor de l'économie locale. La domination économique européenne s'exerce principalement dans le secteur des transports, routes, chemins de fer, ports, canal de Suez, et de l'équipement, électricité, eau. Elle est aussi prégnante dans plusieurs secteurs agricoles à travers le monopole du tabac en Syrie, exploité par une société française jusqu'en 1930, ou la Société Générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Égypte, dirigée par le Belge Henri Noos, qui reste l'entreprise la plus importante d'Égypte jusqu'à la fin des années 1920. C'est en large partie un héritage de l'Empire ottoman, qui avait concédé l'exploitation de ses activités à des entreprises étrangères. De même, la domination financière résulte des investissements considérables effectués par les Européens dans l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle. Depuis le début du XXe siècle, les Européens investissent un nouveau champ, celui de l'exploitation pétrolière. Au Moyen-Orient, le pétrole est exploité depuis 1913 en Perse par l'Anglo-Persian Oil Company. En 1927, l'important gisement de Kirkouk, au sud-est de Mossoul, est découvert. Il est exploité par un consortium de compagnies étrangères qui prend place en 1928 de la Turkish Petroleum Company sous le nom d'IPC, Iraq Petroleum Company. Les principaux actionnaires en sont la Shell, la compagnie française des pétroles, la POC, soit l'Anglo-Persian Oil Company, qui devient l'AIOC, Anglo-Iranian Oil Company, quand la Perse prend le nom d'Iran en 1935, et un consortium de compagnies nord-américaines. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la production irakienne s'élève à 4,4 millions de tonnes. Entre parenthèses, on nous indique que c'est 168 millions de tonnes pour les États-Unis. Les royalties, qui restent faibles et dépassent rarement les 12%, servent à enrichir les dirigeants, une minorité de protégés et surtout les compagnies pétrolières. L'emprise européenne n'empêche pas la croissance d'une économie locale que la Seconde Guerre mondiale va accélérer. Le développement d'un secteur agricole lié à l'Europe se poursuit. Huile, soie au Liban, coton en Égypte et en Syrie, palmeraie en Irak, orange de Jaffa. Dans la plupart des pays, une classe de propriétaires fonciers liée au commerce colonial domine l'économie et la vie politique. En Égypte, la famille royale, 2000 très grands propriétaires fonciers et les 12 000 familles qui possèdent plus de 50 feddans, un feddans égyptien équivaut 40 zars environ, détiennent plus de 40% des terres cultivables. En Irak, on estime que 3000 personnes possèdent la moitié des terres cultivables en 1958. Cette agriculture commerciale et capitaliste n'a pas fait disparaître les petites exploitations destinées à une agriculture de subsistance. En 1939, 90% des ruraux égyptiens sont sans terre ou possèdent moins de 3 feddans. Le développement de l'irrigation ou du drainage, l'introduction de nouvelles cultures, comme le maïs en Égypte, le recours à de nouvelles techniques agricoles, transforment les paysages. Les superficies mises en culture s'accroissent pour nourrir une population toujours plus nombreuse. Les profits réalisés dans l'agriculture commerciale sont réinvestis dans l'industrie. En Syrie, de petites entreprises, le plus souvent familiales, se créent dans l'agroalimentaire, le bâtiment, les cimenteries ou le textile. En Égypte, plusieurs grands propriétaires fonciers fondent la banque Misr, signifiant Égypte en arabe, en 1920. Cet établissement, qui se veut une banque égyptienne pour les seuls Égyptiens, promeut le réinvestissement des capitaux fournis par l'exploitation du coton dans l'industrie textile ou le cinéma. Fondé à Marhala al-Kubra, dans le Delta en 1927, Misr Spinning and Weaving Company, plus grande compagnie industrielle du Proche-Orient en 1945, en reste une réalisation emblématique. À propos de l'Égypte, Joël Beinin
parle de capitalisme colonial, expression préférable selon lui à celle de capitalisme prémoderne ou traditionnel, pour désigner à la fois l'intégration de l'économie égyptienne au capitalisme mondial, la réorganisation de la production familiale qu'elle provoque et le faible interventionnisme d'État, dont l'indépendance, pour ce qui est de l'Égypte, reste très formelle. Ce capitalisme colonial évolue durant l'entre-deux-guerres vers une plus grande égyptianisation des entreprises comme de la main-d'œuvre. Grand 2, l'âge d'or des Effendis. Grands propriétaires fonciers et industriels dominent aussi la vie politique. En Égypte, les grands propriétaires fonciers forment 43% des députés et 58% des membres du cabinet, entre 1923 et 1952 en Égypte. En 1929, un Syrien ingénieur agricole et ancien drugman auprès du consulat américain s'associe à un groupe d'entrepreneurs et de notables de Damas pour fonder une cimenterie. Son conseil d'administration sera présidé par 3 anciens et futurs ministres ou premiers ministres syriens, formés dans des établissements étrangers installés au Proche-Orient, comme l'université Saint-Joseph de Beyrouth ou l'école française de droit du Caire. Et où, en Europe, ces Effendis, du nom des anciens bureaucrates égyptiens partis étudier en Europe, ont fait des études, parlent une ou plusieurs langues européennes, portent le complet veston et la tarbouche, le fez. L'essor de cette bourgeoisie participe à l'expansion des villes qui se nourrit de façon plus générale de la croissance démographique. L'Égypte compte 14,2 millions d'habitants en 1927 et 18,9 millions 20 ans plus tard. Le Caire, 800 000 habitants en 1917 et 1,3 million en 1947. En Palestine, l'immigration juive contribue aussi au développement des villes. Fondée en 1909 comme un faubourg de Jaffa, Tel Aviv compte 150 000 habitants en 1936. La construction de l'État et les nouvelles normes sociales modifient les paysages urbains et l'habitat. À l'extérieur de la vieille ville de Damas s'étendent de nouveaux quartiers aérés, par de larges avenues plantées d'arbres et prisées par la nouvelle bourgeoisie. Plus au centre sont érigés des bâtiments administratifs qui accueillent les agents du nouvel État, des banques, la poste et des hôtels construits à la faveur du développement du tourisme. Un nouveau centre se juxtapose à l'ancien. Les villes offrent de nouveaux loisirs, le tennis, le football, l'hippodrome, le vélo ou le cinéma, d'abord importé mais vite adopté et adapté. En 1912, pour la première fois, un film est projeté à Damas, dans un théâtre. En 1914, le Caire compte plusieurs salles obscures. Le premier film égyptien est diffusé en 1925, et en 1932, pour la première fois, les acteurs parlent, en l'occurrence, la langue arabe. Ces films, diffusés dans l'ensemble du monde arabe quelques années plus tard, confèrent à l'Égypte une place de choix dans le paysage médiatique arabe qui conforte encore celle qui était la sienne dans le domaine de l'écrit. Il favorise aussi la diffusion du dialecte égyptien, qui est désormais compris par beaucoup de citadins d'une extrémité à l'autre du monde arabe. Romantiques et volontiers fleurs bleues, leurs héros introduisent les récentes modes vestimentaires, proposent d'autres relations entre hommes et femmes, et éveillent de nouvelles aspirations. Plus sensibles en ville, les changements touchent aussi les campagnes, dont la population augmente fortement sous l'effet de la croissance démographique. En 1950, le taux d'urbanisation n'est encore que de 25% au Proche-Orient. La pression sur la terre s'accroît. En Égypte, le nombre de propriétaires de moins de 5 feddans passe de 760 000 du début des années 1920 à 2,64 millions en 1952, alors qu'on considère qu'il faut 3 feddans pour faire vivre une famille de 4 personnes. En Palestine, elle résulte aussi de l'immigration sioniste. La population juive décuple en 1917 et 1947 pour atteindre 600 000 personnes à la veille du plan de partage. Partout, elle alimente l'exode rural. Au Liban, elle continue de nourrir aussi une forte émigration, dont les premières vagues remontent à la seconde moitié du XIXe siècle. À l'Égypte et aux Amériques, du nord comme au sud, s'ajoute désormais l'Afrique de l'Ouest. Au début des années 1930, on estime qu'un demi-million de Libanais vivant à l'étranger, et à peine 1 million dans les frontières du nouvel État. Le développement des chemins de fer et des routes qui remontent au XIXe siècle, l'apparition encore timide des automobiles, depuis le début du XXe siècle en ville, l'essor des services de l'État et les débuts de l'exode rural accélèrent la disparition des nomades et renforcent les relations ville-campagne. Non que celles-ci fussent inexistantes auparavant, les liens ont toujours été étroits, mais elles empruntent d'autres voies. Les dispensaires favorisent le recul de la mortalité. Les fonctionnaires diffusent des idées nouvelles. L'école ouvre des horizons neufs. Partout, la scolarisation progresse. En Égypte, dans les générations nées vers 1920, un quart à un tiers des garçons est scolarisé. Le nombre de lycéens passe de 10 000 en 1913-1914 à plus de 60 000 à la veille du second conflit mondial. Le développement de l'enseignement public fait partie des obligations des pays mandataires qui soutiennent l'essor des écoles publiques.
En Syrie, leurs effectifs croissent de 70% entre 1928 et 1937. En Irak, le nombre d'élèves dans l'enseignement primaire, comme dans le secondaire, double entre 1950 et 1958. Mais la progression est plus faible au niveau supérieur. Là, la véritable augmentation se produit après les indépendances. Elle favorise néanmoins l'essor de cette bourgeoisie qui aspire à prendre les rênes de l'État et de l'économie. Ingénieurs, médecins, juristes, avocats, journalistes viennent en grossir les rangs. Dans tous ces États coexistent plusieurs réseaux scolaires, publics ou privés, locaux ou étrangers, nationaux ou communautaires, religieux ou plus neutres. Il n'est pas rare, dans l'entre-deux-guerres, de passer de l'un à l'autre, d'une année sur l'autre mais parfois dans la même journée. Du Koutab, l'école coranique, le matin, à l'école publique de l'État l'après-midi. L'instruction des filles, qui accuse plusieurs décennies de retard, progresse, mais elle reste à des niveaux bien plus modestes que celle des garçons. Grâce à elle et sous l'influence des idées occidentales, la place des femmes se transforme, en particulier dans les milieux plus aisés où plusieurs femmes manifestent leur volonté d'émancipation. À la gare du Caire, Ouda Sha'rawi, 1879 à 1947, fait scandale quand elle retire son voile de visage en 1923. Comme d'autres dames de la bonne société du Caire, elle milite aux côtés du WAFD, WAFD, le grand parti indépendantiste égyptien de l'entre-deux-guerres. En Palestine, des femmes de la grande bourgeoisie s'engagent pour dénoncer la déclaration Balfour et l'immigration juive. Plusieurs d'entre elles organisent en octobre 1929 une manifestation automobile à Jérusalem, qui constitue une première du genre dans le Proche-Orient arabe. Dans ce domaine, les changements touchent surtout une minorité privilégiée. Dans le monde rural et au sein du petit peuple des villes, les filles sont rarement envoyées à l'école, mariées très jeunes et rapidement mères. Grand 3, débats et engagements politiques. L'hégémonie politique européenne et ses transformations sociales, qui apparaissent aux yeux de certains comme un simple avatar de la domination de l'Occident, soulèvent d'intenses débats intellectuels. Elles encouragent aussi la création de nouveaux partis politiques et de nouvelles formes de militantisme. Les mandats et protectorats suscitent une très forte opposition qui s'exprime dans la presse et dans la rue. En Égypte, 1919-1922, en Irak, 1920-1921 ou en Syrie, 1925-1927. La mainmise européenne provoque des révoltes violemment réprimées par les Britanniques comme par les Français. Cette opposition se manifeste aussi dans les urnes et dans la presse, même occidentalisée. Cette opposition se manifeste aussi dans les urnes et dans la presse, même occidentalisée, ou justement parce qu'elles le sont. Les élites expriment leur aspiration à prendre le contrôle de l'État au nom d'un nationalisme qui poursuit son élaboration durant cette période. On devient alors syrien, irakien, palestinien, libanais, dans des frontières nouvelles, au sens propre. Les différents États adoptent des lois de nationalité dans les années 1920. Comme sur un plan plus idéologique ou symbolique. Cette construction nationale puise volontiers une partie de ses références dans la période anté-islamique, les pharaons en Égypte, les Phéniciens au Liban ou les Assyriens en Irak. Elle se nourrit aussi du sens nouveau que prend le terme arabe, à la faveur de la naissance de l'expression monde arabe entre guillemets, en arabe comme en français. D'abord limité à la Grande Syrie, autrement dit aux États sous mandat. Le monde arabe s'étend progressivement du golfe arabo-persique à l'océan Atlantique, et inclut au passage l'Égypte, jusque-là surtout égyptienne. Fondé dans les années 1940 à Damas par des hommes qui ont étudié à Paris, le parti Ba'ath, B-A'-Th, soit Renaissance, prône l'unité politique de ce monde arabe qui partage une langue et une histoire commune. Chez la plupart des penseurs, l'islam est au cœur de cette identité, perçu comme un héritage prestigieux qu'il faut tout à la fois préserver, défendre et restaurer dans ses droits. Pour beaucoup, renouer avec l'islam des fondateurs et des ancêtres, les salaf, -s, constitue la seule voie possible pour unir les musulmans que les nouveaux États ont divisés, retrouver la grandeur perdue et mettre fin à la domination européenne. Au monde arabe tend à se superposer une communauté islamique qui ne saurait se confondre avec lui. En quête de soi-même entre guillemets, pour reprendre une expression de J. Berk, B-E-R-Q-E, le Proche-Orient arabe cherche de nouveaux repères. Deux États indépendants, la Turquie laïque de Mustafa Kemal et l'Arabie saoudite en 1932, offrent deux modèles opposés, qui ont chacun leurs partisans et leurs détracteurs. Leurs débats, qui prolongent à bien des égards ceux de la fin de l'Empire ottoman, sont portés par l'essor de la presse. Des revues comme Al-Manar, soit le phare de Rachid Rida, des magazines littéraires ou encore des maisons d'édition. Ils connaissent dans l'entre-deux-guerres deux inflexions décisives et quasiment simultanées. Si au début des années 1920, les intellectuels, le mot naît à cette époque, libéraux comme Taha Hussein ou Ali Abd al-Razik ont le vent en poupe, ils doivent progressivement céder le pas à des penseurs davantage tournés vers l'islam comme Rachid Rida.
Au même moment, les débats quittent la sphère de la controverse savante pour conquérir un public plus populaire et plus militant. L'Association des frères musulmans, créée en 1928 par Hassan al-Banna, s'inscrit dans ce double mouvement. Sa foi dans l'islam, solution à tous les maux dont souffre la société, sa volonté d'éduquer les masses, selon des normes musulmanes, et son engagement social, écoles, dispensaires, hôpitaux, séduisent rapidement les classes moyennes éduquées. En 1946-1948, l'association dont l'organisation s'inspire à la fois des associations de jeunesse, des confréries soufis et des congrégations missionnaires, regroupait entre 300 000 et 600 000 membres. Surtout tournée contre la présence européenne ou contre des dirigeants qui paraissent trop conciliants, l'action politique prend de nouvelles formes. Boycott, manifestations, grèves parfois violentes, comme en Syrie ou en Égypte en 1936. Elle est canalisée par de nouveaux partis politiques, qui, s'ils se réclament du nationalisme, subissent l'influence des partis européens ou soviétiques. Des partis communistes font leur apparition en 1924 en Syrie et au Liban, 10 ans plus tard en Irak. Réprimés, parfois interdits, ils sont souvent contraints à vivre dans la clandestinité. Le mouvement Jeune Égypte, Misr al-Fatah, fondé en 1933 par l'avocat Ahmed Hussein, se réclame de Mussolini, tandis que les phalanges libanaises, Kataeb, créées en 1936 par le pharmacien Pierre Gemayel, s'inspirent des franquistes espagnols. À partir de 1936, les aspirations à l'indépendance se manifestent de façon plus violente et plus radicale, comme en Palestine, que la Grande Révolte, 1936-1939, plonge dans la violence. Les effets de la crise économique se font aussi sentir. Les nouveaux diplômés, plus nombreux, peinent à trouver leur place au sein de cette bourgeoisie occidentalisée, dont les choix culturels, sociaux ou politiques, sont de plus en plus contestés. Signe des temps, le tarbouch des effendis passe de mode dans les années 1940. La Seconde Guerre mondiale stimule la production industrielle et l'essor d'une classe ouvrière, qui se fait de plus en plus revendicative. Défaite, ou durablement affaiblie, les puissances européennes sont contraintes d'accorder une plus grande indépendance aux États qu'elles dominaient jusque-là. Les réformes introduites par les révolutions des années 1950-1960 ont sonné le glas de cette société dominée par une bourgeoisie cosmopolite, ou levantine, société qui, après l'établissement de régimes autoritaires, fut rétrospectivement perçue comme libérale, alors même qu'elle vivait sous domination européenne.